Il y a encore quelques personnes qui se joignent à nous, donc encore quelques instants avant de débuter cette rencontre Parlons Territoire. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons débuter, même s'il y a encore quelques personnes qui se joignent à nous. Alors, me fait plaisir d'animer cette rencontre. Mon nom est Philippe Cousineau-Morin. Je suis responsable de l'initiative Parlons Territoire. Nous allons donc, bienvenue à cette rencontre Parlons Territoire qui porte spécifiquement sur les enjeux d'aménagement et de l'urbanisme de la région, des régions Montérégie et d'Estrie. Quelques consignes d'usage. D'abord, s'il vous plaît, fermez vos microphones à ce moment-ci. Nous allons pouvoir les réouvrir lorsque ce sera la portion conversation. Et je vais simplement ouvrir mes petites consignes que je n'avais pas sous les yeux pour pouvoir débuter officiellement cette rencontre. Alors, voilà. Donc, je me suis présenté. Je suis votre hôte aujourd'hui. Les consignes, donc, vous pouvez garder vos caméras ouvertes, mais bien sûr, vos micros fermés. Vous pourrez faire part de vos questions à la période réservée là, aux questions via l'outil de discussion de Zoom. Pour accéder à cet outil, il suffit de survoler le bas de votre fenêtre et de choisir l'option « Converser ». Vous pouvez également utiliser la fonction « Lever la main » pour qu'on puisse vous donner les tours de parole. L'événement d'aujourd'hui est enregistré. Il sera rediffusé dans la portion, notamment les portions de conférence. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient poursuivre la rencontre au-delà de l'heure annoncée de 13h30, on vous invite officieusement à poursuivre jusqu'à 14h avec les gens qui souhaiteront rester à ce moment-là. Mais tout d'abord, pour ouvrir la rencontre, je vais vous présenter Mme Suzanne Roy, qui est mairesse de Sainte-Julie et présidente ex officio de l'Union des municipalités du Québec, qui va nous adresser quelques mots pour ouvrir la rencontre. Alors, Mme Roy, bonjour, Mme Roy. Bonjour. Alors, je ne sais pas si je veux vous présenter tous vos titres parce que les gens vous connaissent quand même un peu. Oui, ce n'est pas nécessaire. Bon, ben parfait. Donc, à vous la parole. Merci de nous présenter en quoi c'est important la discussion sur les outils en urbanisme et en aménagement du territoire. Voilà, j'ai réussi. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci de cette invitation. Je suis heureuse d'être avec vous pour ce mot d'ouverture. Félicitations aussi pour la démarche de mobilisation citoyenne. C'est extrêmement important. Ça s'inscrit bien sûr dans le cadre de la conversation nationale sur l'aménagement du territoire. Et donc, de le faire ensemble, de pouvoir partager, discuter, à mon sens, c'est essentiel, d'autant qu'on va se le dire, là, on n'a pas eu la chance souvent d'avoir une démarche aussi approfondie depuis plusieurs années. Et c'est nécessaire parce qu'évidemment, notre société évolue, l'aménagement évolue, l'urbanisme évolue. On a de grands défis pour l'avenir, donc c'est d'autant plus important de prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir. Et ces enjeux sont extrêmement importants pour l'Union des municipalités, mais je vous dirais vraiment dans un sens extrêmement large. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce qu'on ne peut pas, je pense, limiter notre réflexion ou notre conversation à modifier la loi sur l'aménagement et les territoires, quelques autres petites lois accessoires, sans avoir vraiment pris la peine de réfléchir sur les défis de l'avenir, sur ce qu'on doit faire et comment on peut mieux le faire. Parce que pour certains, la ville, elle peut tout faire. Mais non, on est régi par des règles, on est régi par des budgets. On a évidemment un carré délimité, mais si on veut pouvoir répondre aux grands défis de l'avenir, je pense que nous devons aller en profondeur dans cette discussion et s'assurer qu'au-delà des grands principes, on aura les outils pour intervenir et les mettre en application. D'ailleurs, au niveau de l'Union des municipalités, on participe activement justement à cette démarche gouvernementale pour l'élaboration d'une stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Évidemment, je souhaite que toutes les municipalités au Québec
participe aussi à la tournée régionale de consultation sur la stratégie, c'est d'autant plus important qu'on doit avoir les municipalités de toutes les régions du Québec, qu'on doit avoir les plus petites municipalités, les plus grandes, les plus rurales, les plus urbaines, pour qu'on puisse vraiment se doter d'outils qui répondent aussi à la diversité des municipalités, à la diversité des territoires. Et ça, à mon sens, c'est essentiel. Donc, j'invite tout le monde à participer justement à cette grande conversation nationale. Il faut revoir, bien sûr, le cadre pratique de l'urbanisme, qui n'a pas trop évolué avec le temps, même si les défis se font de plus en plus grands. Et dans le cadre de cette discussion-là, l'Union des municipalités, on a identifié des enjeux qu'on ne peut plus ignorer. Et je vous dis, là, il y a certains éléments dont on parle depuis des décennies en disant on a besoin de ces outils-là pour pouvoir mieux travailler, mieux intervenir. Je vous parle de la loi, entre autres, sur l'expropriation qui n'est pas adaptée. Elle n'est pas du tout adaptée pour les municipalités pour la protection, entre autres, des milieux naturels, la localisation optimale des équipements publics. Bon, on entend tout le débat sur les terrains de golf. Alors, évidemment, cette loi existe, mais quand on fait le compte, et le résultat, souvent, de certains processus d'expropriation, on voit là qu'on n'a souvent pas le moyen de nos ambitions. Par exemple, on le vit même chez nous sur la protection de boisés. Alors, un processus d'expropriation veut dire plusieurs millions, veut dire un endettement supplémentaire, veut dire des taxes, même si on a toute la volonté du monde de vouloir le protéger. Donc, il faut se doter d'outils modernes. Et la loi sur l'expropriation a besoin d'un bon dépoussiérage pour que dans sa réflexion, elle tienne compte aussi de cette possibilité, de ces enjeux que l'on veut face à la protection, entre autres, des milieux naturels. Alors, bien sûr, on pense à la protection juridique. Je vous parlais de la loi sur l'expropriation, mais nombre de municipalités au Québec ont des poursuites pour expropriation déguisée, justement parce qu'elles ont souhaité, comme municipalité, sauvegarder les milieux naturels. Alors, un jour, évidemment, ces poursuites-là vont aboutir. Et dans la très grande majorité des cas, on voit, elles aboutissent à coût de millions, à des frais pour les municipalités. Alors là aussi, les municipalités doivent être mieux protégées pour être capables d'intervenir à ce niveau-là et ne pas à chaque fois avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête pour dire que ça va être des millions de poursuites par la suite. Il faut aussi pérenniser l'aide financière à la conservation puis à la mise en valeur du patrimoine. Parce qu'on entend souvent un peu partout des mauvais coups. Tel élément de patrimoine n'a pas été sauvegardé, entretenu, on ne fait pas de conservation dans tel ou tel milieu. Il faut s'assurer d'avoir les ressources pour pouvoir faire ces conservations et pour pouvoir mettre en valeur le patrimoine. Puis on l'a vu, là, il y a eu des programmes dans les dernières années, dans la dernière année, où 52 millions sont partis en quelques semaines pour la protection du patrimoine parce que les besoins sont là et la volonté politique, elle est là. Il faut juste, justement, se donner les moyens. Il faut arrimer nos programmes aussi. Ça a l'air de rien, là, mais c'est quelquefois assez complexe. Je vais vous donner deux exemples. Deux programmes là, qui ne sont pas piqués des verres. Bon, par exemple, le programme de la décontamination et le programme du logement social. Je peux vous dire que c'est des programmes qui sont extrêmement complexes pour les municipalités, très longs. Puis là, je ne vous parle pas du temps que ça prend entre le fédéral et Québec pour finir à ce que les programmes soient mis en place. Donc, c'est extrêmement complexe. Puis pourtant, dans plein de cœurs de municipalités, il y a des friches où on pourrait faire un beau travail de décontamination, construire des logements abordables, des logements sociaux qui seraient à proximité des services pour les citoyens. Alors, quand on pense aménagement du territoire, il faut penser justement à aussi arrimer les programmes pour que concrètement, sur le terrain, ça puisse donner des impacts positifs pour nos citoyens et nos citoyennes. Alors oui, je vous parle comme ex-présidente de l'Union des municipalités, mais j'ai envie, quand on vous parle d'aménagement du territoire, de cette grande conversation, de vous parler d'un projet qui me tient beaucoup à cœur. Je suis présidente de la
commission sur les changements climatiques. Et c'est quelque chose qui touche directement l'aménagement du territoire. On a lancé à l'Union des municipalités dernièrement la plateforme municipale pour le climat. Alors, les changements climatiques, elles sont réelles. Elles ont surtout un impact réel au quotidien dans nos vies. Elles affectent nos territoires. Bien sûr qu'on pense aux inondations, qu'on pense aux infrastructures, aux infrastructures qui étaient faites jadis pour des puits aux 100 ans qui arrivaient aux 100 ans. Aujourd'hui, les puits de 100 ans arrivent aux 2 ans. Alors, c'est clair qu'il y a là toute une façon de revoir les choses, de redonner à la nature la possibilité de servir d'infrastructures naturelles, de mettre en place ce qu'il faut pour soutenir nos populations quand il y a des épisodes météorologiques extrêmes. Et ça fait aussi partie de l'aménagement du territoire. Les municipalités, elles sont aux premières lignes quand il arrive ces bouleversements-là. C'est là qu'on voit tout le sens, justement, de gouvernement de proximité. Elles sont les premières à être interpellées par les citoyens. C'est pourquoi, quand on a lancé cette plateforme municipale, les mots ne sont pas innocents, alors on le sait, nous sommes en période électorale et on se voulait aussi inspirant pour ceux et celles qui vont aller relever le défi des élections municipales pour leur donner des outils, des idées pour justement travailler à un meilleur aménagement, une plus grande résilience de nos territoires, de penser à la mobilité aussi, à nos différents outils pour la sécurité. Donc, on a une multitude d'enjeux au quotidien dans les municipalités. Alors, évidemment, on voulait offrir ça aux candidats pour les prochaines élections, pour les aider justement à voir comment on peut mieux faire au niveau des concepts de réduction, d'adaptation face au changement climatique. Et tout ça, là, c'est interrelié à tous nos outils d'urbanisme et à l'aménagement de notre territoire. Alors, quand on a élaboré cette plateforme-là, on a vu justement tous ces liens qui sont directs ou indirects avec l'aménagement du territoire, mais justement dans le cadre de cette grande réflexion, devoir aller plus loin. Pas juste faire du cosmétique en parlant de nouvel urbanisme, de possibilités d'aménagement, mais de s'assurer de se doter de moyens, de façons de faire pour pouvoir répondre aux défis de demain en termes de transport collectif structurant, en termes de pratiques agricoles durables, en termes de sécurité publique face à tous les nouveaux risques que nous amènent les changements climatiques et adapter notre réglementation municipale pour pouvoir aussi mieux réagir. Donc, l'aménagement du territoire, elle est à la base de ces chantiers-là. C'est une compétence qui est fondamentale pour les municipalités. C'est notre véritable rôle de proximité. Alors, justement, vous allez me permettre de vous faire un petit peu de publicité. Alors, on va présenter la plateforme de l'UMQ le 10 juin prochain en séance d'information virtuelle. Alors, il est possible de vous inscrire en utilisant notre site Web et vous allez voir que, selon moi en tout cas, ça a un lien direct avec cette grande conversation nationale sur l'aménagement, sur l'urbanisme, cette stratégie nationale pour que demain, nous soyons outillés pour faire face à ces réels défis d'aménagement, à ces réels défis climatiques. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup de cette invitation. Je vais vous écouter avec attention et je vous souhaite de très bonnes discussions et surtout que nos discussions, elles soient porteuses pour changer les choses en profondeur, pour qu'on puisse avoir les moyens, les outils de nos ambitions. Merci. Merci beaucoup, Madame Roy. Alors, vous mettez très bien la table. Pourquoi de cette rencontre aujourd'hui? Je pense que je n'ai pas beaucoup besoin d'en dire plus. On est rendu à cette grande conversation. Il est nécessaire là, vraiment de le faire. Puis d'ailleurs, je vois que dans la salle, il y a plusieurs gens des différentes municipalités, des régions qu'on visite aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour votre mot. D'ailleurs, pour la portion qui est en ligne là, de la plateforme de l'Union des municipalités, on la mettra dans l'outil Converser pour les gens qui veulent aller voir. Puis peut-être aussi si on retrouve le lien pour la présentation du 10 juin, si vous voulez vous inscrire. Alors, merci beaucoup. Avant de passer à la portion de nos deux conférenciers aujourd'hui, que sont M. Sylvain Paquette et Mme Catherine Boisclair, je vais simplement vous donner quelques éléments de contexte là, sur les démarches gouvernementales, puis qui vont peut-être vous aider
à vous éclairer pour la suite. Alors, d'abord, l'événement d'aujourd'hui, c'est une initiative de l'Alliance Ariane. L'Alliance Ariane, donc, qui existe depuis 2015, demande qu'on fasse une politique nationale d'aménagement du territoire. L'Alliance Ariane est formée de plusieurs groupes et organisations. Et donc, on y est aujourd'hui, puisque le gouvernement a lancé en janvier 2021 la démarche pour une conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement des territoires. Alors, l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui puis de tous nos événements, c'est d'informer, d'outiller et de mobiliser la population et les groupes pour participer à la grande conversation gouvernementale. Simplement aussi préciser que l'Alliance Ariane, l'événement est pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui allons faire un mémoire rempli de contenu et de suggestions et de propositions de mise à jour, propositions de nouveaux moyens, mais c'est bien à vous de s'inspirer à même nos événements, à même ce que vous retrouverez sur notre site web également, les outils qu'on va rendre à votre disposition. Alors, je vais vous partager simplement une page de diaporama. Voilà. Pour vous expliquer en quelques étapes, je ne suis pas à ma bonne. Voilà. Pour vous expliquer en quelques étapes, j'espère que vous voyez bien, la démarche gouvernementale, en 5 points donc. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai dit, le ministère des Affaires municipales qui a lancé cette conversation. Le but est d'aboutir en 2022 à une stratégie nationale d'aménagement du territoire, d'urbanisme, pardon, et d'aménagement des territoires. Voilà. Pourquoi ce faire? Bien, Mme Roy nous a donné plusieurs bonnes raisons, mais qui font que les outils ne sont plus à jour, mais il y a divers éléments structurels, éléments structurels, pardon, l'étalement urbain, la pression sur les milieux naturels agricoles, de plus en plus les enjeux de logement, des environnements favorables aux saines habitudes de vie, on a parlé beaucoup du climat, et également des enjeux conjoncturels. Donc, la pandémie nous a fait un peu repenser notre relation à l'espace, les inondations récemment, crise du patrimoine, etc. Alors, il y a 5 grands thèmes dans la conversation gouvernementale qui sont la gouvernance, donc le bon niveau d'intervention dans l'État, la croissance urbaine, les milieux de vie, la ruralité et finalement finances et fiscalité, éléments thématiques incontournables. 4 grandes étapes, le portrait de la situation, les orientations préliminaires, on est rendu à cette étape maintenant, finalement la rédaction plus tard cet automne et la publication au début de l'année prochaine. Alors, nous sommes à l'étape orientation, c'est-à-dire que le gouvernement va mettre au jeu un document d'orientation préliminaire sur lequel il y aura la consultation web. Et il y a différents mécanismes de consultation, donc je vous les présente pour revenir à la consultation web qui va vous concerner peut-être plus directement. Il y a eu bien sûr un comité consultatif formé de groupes experts. Il y a eu des laboratoires notamment et des séminaires, notamment avec l'appui du milieu universitaire. Donc, vous avez des documents déjà en ligne que vous retrouverez sur le site du ministère des Affaires municipales. Peut-être qu'on pourrait mettre le lien, les gens de mon équipe pourraient peut-être mettre le lien de la page du ministère des Affaires municipales dans l'outil de conversation. Il y a eu et il y a une consultation autochtone et finalement, une tournée régionale de la ministre, Mme Roy en a fait part, et une consultation web. Donc, on pense qu'il va ouvrir à la fin de l'été, donc vous pourrez la remplir en août ou en septembre, à partir des éléments que vous aurez appris aujourd'hui, à partir des documents qui sont fournis par la conversation. Alors, j'entends quelqu'un, s'il vous plaît, vous pouvez fermer vos micros si vous n'avez pas la parole. Merci. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Nous allons revenir sur les prochaines étapes à la fin, mais d'abord, après vous avoir présenté le détail, si on veut, de la conversation, nous allons passer la parole à nos 2 conférenciers du jour avant la discussion entre nous. Alors, Sylvain Paquette, je vais vous présenter. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'être là. Alors, je présente rapidement. Sylvain, qui a fait ses études de doctorat en 2001 en aménagement à l'Université de Montréal, a également séjourné en France au Centre national de la recherche scientifique et aux universités de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris 8, Paris 10, voilà. Il est professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage et depuis 2017, le titulaire de la chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal. Également chercheur à la chaire UNESCO de la même institution
Il agit comme membre du comité de direction du réseau interuniversitaire d'études urbaines et spatiales qui s'appelle Ville-Région-Monde. Donc, ses travaux s'inscrivent dans le domaine de la sociologie des paysages, abordent en ce sens la question du paysage comme un phénomène de valorisation sociale et culturelle des territoires, tant en milieu urbain, périurbain que ruraux. Et donc, il y a également des expériences pratiques. Là, je pense que Sylvain va nous présenter à cet égard. Et je termine en disant qu'il est lauréat en 2016 d'un prix d'excellence nationale de l'Association des architectes paysagistes du Canada dans la catégorie recherche pour le livre Yule MTL, Paysage en mouvement. Alors, Sylvain, à toi la parole. Merci Philippe. Je vais tout de suite passer au partage de la petite présentation que j'ai préparée pour l'occasion. Donc, merci. Bon, vous voyez la présentation? Oui, on voit bien, merci. OK. Merci de l'invitation, Philippe. Merci à l'Alliance Ariane. Je pense que c'est très important d'avoir ces conversations sur le territoire. Et moi, bon, j'en ai profité pour aborder la question, comment on peut agir sur le territoire à partir de, je dirais, d'une approche paysagère, compte tenu, bon, la chaire en paysage travaille depuis plusieurs années sur ces questions. Et ce que j'aimerais souligner, effectivement, c'est que, bon, ce n'est pas de la recherche qui se fait uniquement dans notre tour d'ivoire, là, en tant qu'universitaire, mais on est sur le terrain et on fait des projets en relation, en partenariat, notamment avec les municipalités. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder notamment un projet qui est en cours avec un travail de développement d'une vision stratégique d'aménagement qu'on fait avec la municipalité de Saint-Constant et aussi avec la MRC de Roussillon en Montérégie. Donc, avant d'aborder je dirais, ce projet-là, cette expérimentation-là, j'aimerais ça définir, en tout cas, préciser ce qu'on entend par paysage. Parce que le terme paysage, c'est un terme qui est, je dirais, qui a plusieurs sens. Et je reprendrai les mots de Mme Roy tout à l'heure qui a dit ce n'est pas que du cosmétique. En fait, de notre côté, le paysage, ce n'est pas que le cosmétique. Ce n'est pas seulement un décor, ce n'est pas non plus seulement que de la verdure. Le paysage, c'est, comme on le voit, c'est un regard qu'on porte sur un territoire. Ça peut être un milieu naturel, ça peut être le produit de l'intervention humaine, ça peut être les deux à la fois, mais c'est d'abord et avant tout un concept de valeur, pardon, et un concept de valeur qui est effectivement qui est fluctuant dans le temps en fonction des enjeux et de l'évolution donc des valorisations sociétales qu'on porte donc sur ces territoires-là. Évidemment, ça a aussi une connotation économique d'une certaine manière parce qu'on va valoriser le territoire. Pourquoi? Pour l'habitat, pour le loisir, pour le tourisme. Et donc, ces valeurs qu'on entretient envers le paysage va effectivement orienter nos actions et nos préoccupations en tant que société et donc partie prenante de la gouvernance de ces territoires. Quand on parle de paysage, effectivement, dans les démarches, et je mentionnais, le paysage, c'est un concept de valeur. Le premier réflexe, c'est d'aller voir, de documenter ces valeurs, de documenter les valorisations sociales envers ces valeurs-là. Et souvent, nous, dans nos projets, on va vers les populations, vers les parties prenantes, que ce soit les élus, les professionnels de l'aménagement, les citoyens, et on leur demande quels sont les attraits que vous voyez dans ces territoires-là, quelles sont les qualités du territoire. Donc, c'est un peu le point de démarrage, en fait, de ces projets, c'est vraiment de révéler ces attraits, ces qualités, mais aussi les enjeux, c'est-à-dire les problèmes qu'il peut y avoir dans ces territoires-là en termes d'aménagement. L'autre réflexe ou stratégie qu'on adopte, c'est de faire un peu une analyse, avoir un peu de recul pour lire ces territoires-là. Notamment, vous avez un exemple parmi d'autres d'analyse qu'on fait, donc d'évolution du territoire, et ça, c'était dans le cadre d'un projet avec la ville de Mercier,
où vous voyez comment le territoire a évolué au cours des 100 dernières années, en 1915 et 2016. Et tantôt, on parlait des milieux naturels, l'importance des milieux naturels. Cette lecture nous permet de voir quels sont les éléments de persistance de ces caractéristiques-là sur le territoire. Notamment, on peut voir comment certains boisés, en l'occurrence dans le cadre de Mercier, c'était vrai, il y a un boisé qui a été relativement persistant sur une centaine d'années. Donc, ça vient valoriser ou révéler l'importance de certains territoires, certaines caractéristiques de ce territoire, et aussi de prendre toute l'ampleur des transformations de ces territoires. Tout à l'heure, je disais, avec la municipalité de Mercier, on a travaillé l'élaboration d'une vision. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vision stratégique? En fait, c'est d'amener la question du paysage vraiment à un niveau stratégique, donc en amont des outils, de l'élaboration d'outils urbanistiques ou en amont, pardon, en amont des processus de planification urbaine. Et donc, il s'agit de documenter, en fait, quels sont les enjeux. Les enjeux, ça peut être, en fait, soulevé quand il y a un lieu qui est menacé, une vue qui est menacée, en termes d'intégrité d'une vue, par exemple, sur un territoire. Ça peut être la qualité d'un environnement, la qualité d'un patrimoine qui est mise à mal. Donc, on fait une espèce de recension de ces enjeux-là, mais aussi de documenter les aspirations, comment les populations, les parties prenantes projettent le devenir, donc les transformations à venir du territoire. Et aussi, c'est de voir les opportunités, c'est-à-dire les occasions de projet que la ville a en tête, que les MRC ont en tête, mais aussi que les citoyens peuvent aussi identifier. Donc, c'est ces trois ingrédients-là qui permettent d'identifier une vision stratégique d'aménagement. Donc, c'est nécessairement un travail donc, de planification à long terme. Lorsqu'on accompagne les municipalités, là, on précise très bien que c'est un travail à long terme et qui permet d'identifier des assises, des principes pour servir ou guider les interventions. Et ces interventions-là, ça peut être la mise en place, par exemple, la révision d'un schéma d'aménagement ou d'un outil d'urbanisme en particulier, un plan particulier d'urbanisme, entre autres. Et bon, cette réflexion-là, c'est un peu une étape clé pour traduire ces valeurs partagées en termes, donc, soit de préservation, soit de mise en valeur, soit de développement. Donc, quand on pense au paysage, ce n'est pas uniquement de la préservation, ça peut être aussi du développement, mais qui s'inscrit dans une volonté intégrée de ce développement-là. Bon, quelques mots en terminant sur le projet que l'on mène avec la municipalité de Saint-Constant et la MRC de Roussillon. Vous voyez, on parle de co-création des paysages urbains, en fait, parce que c'est un travail qui s'inscrivait dans un... Bon, on est appuyé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui a répondu à un appel de subvention en innovation sociale. Et donc, il s'agissait donc d'identifier en fait des nouvelles pratiques avec des milieux preneurs qui étaient, dans ce cas-là, la municipalité de Saint-Constant et la MRC de Roussillon. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter très, très rapidement les quelques résultats de cette démarche-là pour qu'on puisse ensuite en discuter. Bon, pour les personnes qui connaissent un peu moins Saint-Constant, c'est effectivement dans la MRC de Roussillon, donc tout au sud de l'île de Montréal, donc dans la couronne sud de la Montérégie. Et c'est une municipalité, entre autres, qui est marquée donc, par une présence importante de son territoire agricole. 70% de la superficie est en territoire agricole. Et le milieu, le périmètre d'urbanisation, en fait, est enclavé entre différents axes routiers, dont notamment au sud, l'autoroute 30. Et ce caractère enclavé, je dirais, fait en sorte que le noyau villageois qui est au sud de la municipalité se trouve en fait en situation de dévitalisation depuis plusieurs années.
Et donc, parmi les enjeux qui sont ressortis au départ dans ce travail-là, ben, ça a été de redonner une certaine vitalité, une attractivité de ce noyau villageois qui a perdu un certain nombre d'activités commerciales du fait qu'au nord, vis-à-vis l'axe de la route 132, ben, il y a eu un certain nombre de migrations d'activités commerciales dans les dernières décennies qui expliquent en fait cette dévitalisation. L'autre enjeu aussi qui a été abordé, c'est ben, en fait toute la question de la densification. Et comme vous le savez certainement, depuis quelques années, avec l'adoption d'un plan métropolitain d'aménagement et de développement, il y a des exigences de densification. Et ben, dans certains cas, en fait, ces exigences-là ben, ne vont pas toujours trouver une acceptabilité sociale. Donc, dans une municipalité qui disons, son identité, c'est une faible densité. Donc, la population qui vit là ne voit pas toujours d'un bon œil ce travail de densification. Donc, c'est important de travailler notamment la qualité des projets de densification dans notre réflexion. L'autre élément, bon, aussi en termes d'enjeux, bon, une interaction limitée avec le milieu agricole, notamment, comme je vous mentionnais, avec, vous voyez ici le mur anti-bruit qui a été construit le long de l'autoroute 30. Donc, il y a une barrière physique qui s'est construite autour des dernières années qui limite ces interactions. Et un autre élément d'enjeu, ben, c'est la volonté aussi de la population d'offrir, ben, de faire en sorte que la ville puisse offrir en fait, des milieux plus intéressants pour favoriser le transport actif dans un milieu qui a été construit au départ pour l'automobile. Donc, rapidement, vous voyez, quand je disais le travail de vision stratégique a permis de mettre en mots, d'abord et avant tout, avec l'ensemble des parties prenantes, 3 grandes orientations. Entre autres, la première, vous voyez, mettre en valeur les interfaces entre milieu urbain et milieu agricole en utilisant le noyau villageois comme secteur d'interconnexion pour le revitaliser notamment. Et le projet phare, ça a été de travailler autour d'un projet d'agroparc, de parc agricole à Saint-Constant. L'autre orientation promouvoit la biodiversité et la qualité du cadre de vie pour l'aménagement de parcours de mobilité active. Donc, c'était, disons, circonscrit autour d'un projet de promenade citoyenne. Et l'orientation 3, proposer diverses perspectives de densification du territoire en s'intégrant au paysage actuel, c'est-à-dire en prenant appui sur les caractéristiques existantes du territoire. Donc, le projet phare, ça a été de développer différents pôles de densification et de mixité. Donc, je vous donne, en terminant, quelques images très préliminaires de ce projet de parc agricole, d'agroparc. Donc, vous voyez ici, c'est tout juste au nord de l'axe de l'autoroute 30. Il y a une bande qui est toujours zonée agricole. Et donc, c'est de maintenir, d'une part, cette zone en production agricole. Donc, cette logique d'agroparc, ça a été de penser un parc agricole en termes de multifonctionnalité. Donc, d'abord, avant tout, maintenir la production agricole et accueillir de nouvelles pratiques aussi qui permettraient de revitaliser aussi ce secteur, dont certaines parties sont en friche actuellement. La conservation aussi, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments de milieux naturels. Il y a des milieux humides, il y a des boisés, il y a des berges, il y a 3 rivières qui parcourent la municipalité. Donc, ça a été de reconnaître ces milieux-là et de reconnaître l'importance de leur préservation. Et enfin, de profiter en fait, de cette proximité avec le milieu urbain pour créer aussi des espaces de loisirs et notamment profiter du passage de la route verte qui traverse la municipalité de Saint-Constant. Le deuxième projet, on parlait de promenade citoyenne. En fait, l'idée, ça a été de faire un arrimage entre les lieux, les tronçons qui demandaient une certaine consolidation, que ce soit des voies piétonnes, des voies cyclables, mais aussi de profiter, en fait, de l'idée d'une plus grande connexion des milieux naturels
construit ou non construit, pour favoriser en fait une expérience intéressante dans ces corridors de déplacement. Donc, ce n'est pas simplement de construire des voies cyclables, mais c'est d'amener en fait une plus grande biodiversité le long de ces parcours-là. Et en terminant, ben, cette densification, tantôt je parlais de l'importance d'aller au-delà du seuil quantitatif, c'est-à-dire d'amener plus de logements à l'hectare, mais c'est de penser ces nouveaux milieux-là de plus grande densité à partir d'une amélioration, en fait, du cadre de vie. Donc, entre autres, ce projet-là, qui est à même le noyau villageois, c'est de penser, en fait, une densification qui, d'une part, s'intègre au milieu existant en termes de hauteur, en termes de volumétrie. Souvent, quand les citoyens voient densification, ils voient toujours la tour, la tour d'habitation 20, de 10, 20, 25 étages. Donc, c'est un peu de défaire cette image-là et de voir que on peut densifier en faisant les choses autrement, en amenant de la qualité, en amenant une intégration avec les réseaux piétons, cyclistes et en rapprochant aussi ces milieux-là. Notamment, vous voyez la rivière ici, Saint-Pierre, qui passe tout près de ce milieu-là. Donc, il y a des connexions importantes qui sont à faire, en plus d'apporter une plus grande mixité en termes de fonctions. C'est que ce n'est pas seulement du résidentiel, c'est aussi du commercial. Et on vient créer aussi une animation, une animation qui va profiter d'un espace public, notamment. Donc, c'est des éléments qui sont importants pour penser, je pense, cette densification. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. C'est un exemple de projet qu'on a fait à Saint-Constant. On va bientôt passer à je dirais, à l'étape de diffusion des résultats. Donc, ça va être, entre autres, il va y avoir un guide de gestion qui va découler de ce travail-là, donc qui vont pouvoir profiter à d'autres municipalités au Québec. Donc, je pense que l'idée, c'est de construire sur cette expérimentation-là pour pouvoir travailler, en fait, les bonnes pratiques à travers d'autres projets au Québec. Merci. Merci beaucoup, M. Paquette. C'est très, très intéressant. J'ai beaucoup apprécié vos images fortes là, du départ. Bien sûr, les images de la fin qui nous projettent un peu plus, là, mais les images fortes du départ, là, entre autres, là, sur le mur anti-bruit et sur les appartements entourés de fils électriques au-dessus d'une maison qui est poursuivie. Je pense que ça nous met bien dans le contexte là, dans lequel nous avait mis Mme Roy d'expliquer que nos outils en urbanisme avaient une raison d'être, mais ils ne sont plus suffisants. C'est-à-dire là, on a protégé le territoire agricole jusqu'à l'extrême limite de ce qui est l'autoroute. Oui, on a répondu quantitativement à l'objectif de densification du PMAD, mais dans les deux cas, on n'est pas dans la qualité, on n'est pas dans l'intégration, on n'est pas dans l'harmonisation, on n'est pas dans ce que vous avez dit par rapport à l'intégration, de la compréhension du paysage. Fait que vraiment, moi, je trouve ça très intéressant. Puis aussi, je veux ressouligner, là, vous avez dit les 3 composantes pour une vision en aménagement, parce que c'est ce qu'on est appelé à réfléchir aussi, là, notre vision territoriale au Québec. Vous avez dit c'est à la fois les enjeux, c'est nos aspirations, c'est les opportunités. Alors, on ne va pas nécessairement s'entendre sur une vision tout le monde, mais je pense qu'il y a probablement beaucoup d'enjeux sur lesquels travailler, beaucoup d'aspirations, puis un certain nombre d'opportunités sur lesquelles on peut s'entendre qui vont nous aider à construire une vision là, québécoise du territoire. Puis vos enjeux qui étaient très spécifiques à la Rive-Sud s'appliquent à plein d'autres endroits. Alors, merci beaucoup pour ça. Merci. Donc, les gens qui auront des questions, on pourra poursuivre un peu plus tard dans la période d'échange. Maintenant, je vais dire bonjour à Catherine Boisclair. Bonjour. Catherine. Alors, Catherine, je te présente rapidement avant de te céder la parole. Donc, Catherine Boisclair est urbaniste et possède une formation en aménagement du territoire, de même qu'en sciences politiques et en journalisme. Elle a acquis une expertise en développement urbain durable et en mobilité, notamment par l'analyse et la rédaction de politiques publiques sur ces thèmes. Depuis 2018, elle coordonne le projet Oui dans ma cour, je pense que tu vas nous en parler aujourd'hui, à l'organisme Vivre en ville. De 2016 à 2018, elle a œuvré comme conseillère en aménagement et urbanisme au ministère des Affaires municipales
et de l'occupation du territoire, donc qui s'appelle maintenant MAMACH, afin de contribuer au renouvellement des orientations gouvernementales en aménagement du territoire, dont celles portant sur les milieux de vie. Et antérieurement, à Vivre en ville de 2011 à 2016, Catherine a participé à la rédaction de guides et de mémoires, à des missions d'études, de même qu'à la formation et l'accompagnement des municipalités. Alors, je vois le titre de ta présentation, Vers un dialogue constructif sur la densification. Catherine, la parole est à toi. Oui, merci. Je pars un petit chronomètre parce que j'ai vraiment envie de discuter avec vous. Donc, ça fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui pour Parlons Territoire. Pour la petite histoire, en 2015, j'ai contribué au lancement de l'Alliance Ariane pour soutenir en fait cette idée d'une stratégie nationale en aménagement du territoire, en urbanisme. Puis, je suis très fière de voir où on en est aujourd'hui. Puis, je suis surtout très fière de voir à quel point ça mobilise, qu'on sorte enfin des cercles plus fermés de la profession, puis qu'on s'allie avec la population sur ces sujets-là. Comme disait Philippe, je pense qu'on ne va pas s'entendre sur tous les moyens, mais de faire entendre une voix forte sur le besoin des milieux de vie de qualité, de se doter d'espaces de dialogue là-dessus, c'est crucial. Donc là, on a un espace de dialogue à l'échelle nationale, mais moi, je vais vous parler d'espace de dialogue aussi à l'échelle locale. Donc, comment on fait au Québec pour passer d'une certaine dynamique d'opposition à une dynamique de collaboration sur les transformations urbaines qui sont nécessaires pour accueillir une croissance de la population qui est présente, tout en bonifiant nos milieux de vie existants. Comment on fait de la densification gagnant-gagnant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Vivre en ville, voici notre mission. Donc, une définition du développement durable appliquée au territoire, finalement. Et comme vous le savez, chaque jour, il faut réinventer qu'est-ce que ça veut dire, mais on y travaille concrètement avec le milieu municipal. J'ai beaucoup aimé la présentation de M. Paquette qui parle d'analyse fine du territoire. Quand on accompagne les milieux municipaux, on part toujours Vivre en ville. C'est notre méthode, notre démarche d'une analyse fine des composantes du cadre bâti, des milieux naturels, du patrimoine arboricole. On va toujours s'intéresser à ce qui est déjà là pour voir comment on transforme ces milieux-là pour plus de voisins, et moins d'étalement, mais des milieux de vie de qualité. Donc, on travaille à l'ensemble des échelles d'intervention. Il y a des organismes qui se spécialisent plus à l'échelle du bâtiment ou à l'échelle de la rue. Nous, on va travailler aussi à l'échelle du quartier, des régions. Donc, toujours dans une idée de cohérence des interventions à toutes ces échelles-là. Ce qui n'est pas simple, c'est complexe, mais c'est notre intention. Je souligne notre principal partenaire financier, qui est le gouvernement du Québec via le programme Action Climat Québec. Finalement, Sylvain l'a bien positionné. Nos collectivités font face à des défis multiples. On veut protéger nos territoires agricoles, les mettre en valeur. Même chose pour nos milieux naturels. Dans le sud du Québec, on le sait, il en reste peu. Et c'est souvent les milieux les plus sensibles qui restent à protéger. On veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on veut une vitalité, une convivialité urbaine, on veut des finances publiques équilibrées, réduire notre consommation énergétique, l'accessibilité aux activités par l'ensemble des modes de transport, puis pour l'ensemble des populations, la sécurité routière, la santé publique. Je pense que la crise de la COVID a soulevé un enjeu, mais on a aussi toute la question du vieillissement actif ou juste du fait des modes de vie physiquement actifs, de l'accès à une saine alimentation. Donc, on a une panoplie de défis, puis en même temps, on accueille une croissance de la population. Il y a des besoins en logement. Comment on répond aux besoins des logements des Québécois tout en faisant face à l'ensemble de ces défis-là. Donc, ça demande des transformations urbaines pour arriver aux caractéristiques des milieux de vie durables qui sont ici très brièvement résumées: la densité, la mixité sociale et des activités et l'offre de transport multimodal. Tout ça dans une idée de créer la proximité, ce qui fait le propre des milieux de l'habitat humain, finalement, de pouvoir vivre en collectivité et de réduire, et c'est là que le bas blesse, la place occupée par nos modes de transport et de tendre vers des modes de transport beaucoup moins consommateurs d'espace, de ressources et, on le sait, émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, comment on crée cette proximité-là tout en suscitant des milieux de vie de qualité? Donc, on cherche vraiment à réduire les distances entre les logements et les emplois, les commerces. Et pour ce faire, l'idée, ce n'est pas de créer des nouveaux quartiers à la marge de la ville qui sont en tout point exemplaires, puisqu'on a déjà des territoires urbanisés, mais des tissus très lâches qui comportent des opportunités de redévelopper la ville sur elle-même. Je vous en présente une ici.
Mais donc, mon idée, c'est simplement de dire qu'il y a des transformations urbaines qui sont nécessaires, comme par exemple ici, dans la région de Québec, il y a construction sur un ancien stationnement. Donc, c'est la même photo où on voit qu'il y a des logements qui sont venus prendre la place d'un ancien stationnement de surface. Vivre en ville, on travaille beaucoup à démontrer l'éventail des possibles, des formes que peut prendre la densification. Et quand on fait des recommandations aux municipalités, on va s'inspirer du déjà là, des formes existantes pour une intégration réussie. Et on ne le fait pas n'importe où, cette densification-là. Elle se fait nécessairement dans des lieux stratégiques. Et ces lieux-là, en fait, ce sont les lieux qui présentent déjà des infrastructures comme les écoles, les commerces, mais aussi des arbres matures. C'est des qualités de quartier qu'on apprécie et donc dont on veut bénéficier quand on est un nouveau résident. Et beaucoup aussi les infrastructures de transport en commun, les réseaux structurants de transport en commun. Dans la région, on a parlé des Transit Oriented Development, les TOD, donc l'idée de construire à distance de marche du réseau structurant de transport en commun, puisque le meilleur stationnement incitatif, c'est son propre garage. Donc, on veut reconstruire la ville sur elle-même dans les lieux où on va pouvoir vivre dans des milieux de vie de qualité déjà à la base et sans, évidemment, urbaniser des nouveaux territoires. Ça demande des transformations urbaines, ça demande de modifier nos milieux de vie et ça demande de repenser notamment l'espace de la rue. J'ai mis ici un exemple d'une avancée de trottoir. Ça peut demander des transformations aussi beaucoup plus importantes en termes de mobilité durable. Quand vous avez, par exemple, des infrastructures en site propre, ça demande de revoir l'espace de la rue, de la façade d'un bâtiment jusqu'à l'autre façade. On repense complètement ça. On repense la circulation aussi. Ça bouscule des habitudes. Je vous parle de mobilité durable parce que quand on densifie, ça va ensemble. S'il y a plus de monde au kilomètre carré, il faut nécessairement se mouvoir autrement pour ne pas créer des nuisances plutôt que générer des milieux de vie de qualité. Oui, c'est ça. Donc, on a la densification, on a les transformations urbaines pour la mobilité durable, donc revoir l'espace de la rue notamment, mais il y a aussi le verdissement qui est nécessaire. Mais ces transformations-là, la densification, je vous ai mis quelques coupures de presse, mais je pense qu'on pourrait en avoir beaucoup aussi dans vos régions. C'est des transformations qui font réagir. Et ces réactions-là, elles sont normales et elles sont légitimes. Et nous, on invite les professionnels à le considérer comme tel, même si parfois c'est confrontant parce qu'on a suivi la loi à la lettre, on a fait notre consultation obligatoire. Comment ça se fait que les gens se mobilisent? Et M. Paquette l'a abordé. Bien sûr, les intégrations de bâtiments de mobilité durable ne se font pas toujours dans la qualité. Donc, on a mis au jeu une approche à Vivre en ville parce que nous, d'habitude, on fait beaucoup des études de potentiel de consolidation. On accompagne les municipalités pour qu'elles planifient leur densification du territoire. Mais ce volet-là de nos activités se concentre sur comment, ensemble, on va vers un dialogue constructif, comment on s'allie pour des transformations urbaines qui participent à la lutte contre les changements climatiques. Donc, ce fameux projet « Oui dans ma cour », c'est surtout à quelles conditions, ensemble, sommes-nous prêts à dire « Oui dans ma cour ». Et peu importe dans quel milieu on se trouve, il va y avoir des préoccupations similaires. Et des préoccupations, j'aime le dire et le répéter, légitimes. On habite des milieux qu'on aime, on a acheté une maison dans un quartier pour ses caractéristiques. On a peur de perdre au change souvent quand les changements arrivent. Et les projets qu'on voit arriver ne correspondent pas toujours à l'idée qu'on a de comment se devrait se transformer le quartier. Donc, je vous ai listé ici énormément de préoccupations que vous avez probablement quand vos quartiers se transforment. Et en fait, en général, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les principaux freins à la densification, c'est, et M. Paquette l'a nommé, la qualité des projets de densification et aussi la qualité de leur insertion. Bon, on voit ici une cour asphaltée. Si on ne repense pas la place de l'automobile, c'est sûr qu'en plus, ce ne sont pas nécessairement des lieux désirables à long terme pour des gens qui veulent y vivre, mais aussi pour les voisins. Et on a constaté le manque de dialogue constructif face au changement et le manque d'espace de dialogue pour discuter de ces changements-là. Vous le savez, vos organisations ont des professionnels en changement organisationnel. Ils vont vous accompagner là-dedans dans la mise en place de nouveaux systèmes informatiques. Mais quand vient le temps que nos quartiers se transforment, pas accompagnés, on se fait consulter très rapidement, puis ça génère de la frustration. Donc, notre projet a voulu mettre au jeu différentes interventions. Il y a une multitude de professionnels qui se prononcent sur le sujet en ce moment. On a voulu contribuer aussi. Donc, on a mis au jeu des outils sur notre site web ouidansmacour.québec qui va être partagé dans le chat.
où on veut informer, mobiliser, outiller les acteurs de la densification. Puis quand je parle des acteurs de la densification, je parle aussi des citoyens qui contribuent à ce débat-là. Et on a fait des accompagnements avec des collectivités pour un dialogue constructif sur la densification entre les différentes parties prenantes, notamment des municipalités qui voulaient travailler avec leurs citoyens sur le sujet. On a aussi inclus des promoteurs dans la discussion. Et ces accompagnements-là, on ne peut pas accompagner l'ensemble du Québec. Hein. Notre travail, c'est un travail de recherche-action où on nourrit les outils à partir de ces enseignements-là, à l'image de ce que M. Paquette fait également. Il y a plusieurs approchements. J'ai peu de temps, mais je voulais vous partager 3 défis du dialogue constructif sur la densification. Le minimum légal de consultation qui est souvent insuffisant, la densification, de quoi on parle, c'est une définition qui n'est pas si claire, et un manque de confiance entre les parties. Et je terminerai sur quelques remarques sur la stratégie. Donc, un minimum légal souvent insuffisant, on le dit d'entrée de jeu, Mme Roy le dit, on a une loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui est désuète, qui est très procédurale. Les consultations obligatoires, celles qui sont prévues à la loi, arrivent en fin de processus. Donc, c'est un minimum légal qui ne s'adapte pas à toutes les situations. Peut-être que des fois, ça peut s'adapter, mais en réalité, les transformations urbaines nécessaires pour lutter contre les changements climatiques notamment, mais pour créer des milieux de vie de qualité, ça mérite plus de dialogue que ça. Je vous l'ai dit, ce sont des grands bouleversements. Une seule consultation à la fin, alors que les temps sont comptés, c'est insuffisant. Et dans les pistes de solutions, il y a des municipalités et des promoteurs qui sont proactifs et qui mettent en place ce que j'appelle des consultations facultatives, c'est-à-dire que ce n'est pas prévu à la loi, mais elles mettent en place des démarches de participation active. Je vous ai mis ici 2 exemples. La première photo, c'est une démarche, on a travaillé avec la ville de Deux-Montagnes, notamment sur la densification de son TOD, et un exemple de promoteur qui veut repenser le site d'un centre d'achat qui est localisé très stratégiquement à Québec, le long d'un axe de transport en commun. Ça va être une transformation importante, il y aura de la densification, et là, on est vraiment en amont sur aimez-vous les galeries Charlesbourg, qu'est-ce que ça représente pour vous, aimez-vous y consommer, qu'est-ce que vous aimez. Puis, donc, on est très, très en amont dans le processus, il n'y a même pas de permis de déposer. Voilà. Sinon, pour le deuxième défi, la densification, de quoi on parle, on l'a mentionné dans le débat public, la notion de densification réfère à un imaginaire parfois terrifiant. Est-ce qu'on devrait utiliser un autre terme? On peut en discuter. Consolidation, requalification, l'idée de donner des nouvelles qualités à un milieu ou à un bâtiment. La densification verte, donc on vient nécessairement à coller le fait que, certes, il y a de l'ajout de logement, mais il y a aussi l'ajout d'espaces verts. Les transformations urbaines, c'est un terme qu'on utilise. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Puis parmi les solutions, il y a clarifier de quoi on parle. Puis là-dessus, Vivre en ville, on contribue là-dessus dans le projet Oui dans ma cour, à travers une exposition itinérante, des conférences, des fiches aussi, tout savoir sur la densification sur notre site web. On a des capsules vidéo. Donc, on cherche vraiment à expliquer c'est quoi son rôle, pourquoi on fait ça, puis ses formes possibles aussi, parce qu'il n'y a pas une seule forme possible, puis il n'y a pas un seul terrain possible. Hein. Je le précise parce que des fois, c'est comme, il faut densifier là, puis il faut densifier comme ça, parce que sinon, les changements climatiques. C'est pas simple comme ça, la discussion. Je pense qu'un coup qu'on statue ensemble que notre territoire doit se densifier, il y a énormément de discussions à avoir à partir de ce point-là. Par contre, la stratégie de la pédagogie, la vulgarisation, c'est en amont des conflits. Quand il y a un conflit qui est installé sur un projet en particulier, c'est plus le temps de dire oui, mais vous savez, les changements climatiques, c'est important de densifier, vous savez, on accueille des nouveaux. Oui, ça fait partie de la discussion, mais quand il y a un conflit qui s'installe, il faut d'abord entendre les émotions difficiles, donner un espace aux préoccupations, puis souvent, il y a une relation de confiance à reconstruire. Je vais y venir sur le 3e défi. Mais pour terminer sur l'idée de clarifier de quoi on parle, il y a toute l'idée d'humaniser la discussion. Pour qui on... Et je vous présente Jean-Claude et Liliane, qui habitent dans un nouveau bâtiment dans un quartier à Québec. Cohabitat Québec, qui est quand même un projet connu à l'échelle du Québec. Et c'est un nouveau bâtiment qui est certes venu boucher des vues, créer plus d'ombrage. C'est un bâtiment multilogement qui accueille une population diversifiée. Mais ils ont réussi à créer de la qualité avec une cour intérieure partagée. Puis c'est sûr qu'eux, ils ont un mode de fonctionnement collectif assez particulier. Mais donc, nous, on s'est attelés sur le site Oui dans ma cour à faire des portraits de la densification, montrer qui sont ces gens. Puis on recherche d'ailleurs des personnes qui voudraient témoigner. On a surtout trouvé des gens dans les milieux très urbains. Donc, peut-être que vous aurez des gens à nous suggérer.
Donc, tout ça pour dire, la densification n'est pas un but en soi, c'est un moyen d'arriver à nos fins, puis c'est important de parler des milieux de vie de qualité de la ville que nous voulons. Le dernier défi, il y a un manque de confiance entre les parties, clairement. Actuellement, on vit dans une réalité où il y a une crise de confiance envers les institutions publiques. La commission Charbonneau nous a démontré des stratagèmes qui ont créé énormément de suspicions envers le milieu de la construction, nos autorités municipales. Il y a des choses qui ont été mises en place pour contrôler, mais il reste que la confiance est ébranlée du public envers nos institutions. Il y a une recherche de reconnaissance aussi de l'expression citoyenne, de votre expertise d'usage. Puis dans le débat public, ce qu'on constate aussi, comme dans le contexte, il y a un a priori défavorable envers les nouveaux logements en général, mais surtout envers les bâtiments multilogements. Dès qu'on prononce le mot tour, le mot condo, il y a quelque chose de très péjoratif d'associé à ça et de très... il y a un enjeu culturel aussi à ça. On ne s'identifie pas à ce mode de vie toujours. C'est un changement majeur qui bouscule aussi. Puis, ce n'est pas évident, comme je vous l'ai dit, quand c'est un changement, de travailler dans des temps courts avec des délais légaux qui courent pour adopter les règlements. L'urbanisme, c'est un univers complexe. Puis, juste le fait de ne pas se comprendre ou de comprendre dans quelle étape on est rendu du processus ou qui décide, comment ça fonctionne, juste ça, ça peut créer des tensions puis faire en sorte que le dialogue ne se passe pas puis que c'est une dispute finalement. Puis finalement, il y a une démonisation des partis qui est bien ancrée. On va dire les citoyens sont égoïstes, ils ne font du pas dans ma cour. On va dire les promoteurs, eux, ils veulent juste des profits. Les municipalités, ils veulent juste faire des taxes. Donc, on démonise vraiment les autres partis, ce qui fait en sorte que ça n'aide pas à discuter, créer des environnements sécuritaires pour discuter de la ville que nous voulons. Dans les solutions, créer des relations avec les parties prenantes en amont des conflits potentiels, par exemple, au moment où on dresse les enjeux, le diagnostic qu'a mentionné M. Paquette, c'est le moment d'entrer en relation avec les différentes parties prenantes parce qu'il n'y a pas encore des décisions à prendre. On est plus au moment de quels sont les enjeux qu'on rencontre, quelles sont nos aspirations. J'ai beaucoup aimé cette appellation. Donc, ensemble, on réfléchit déjà à ce moment-là, on crée une relation de confiance, on apprend à travailler ensemble. Puis éventuellement, quand il y a des choix difficiles à faire, on se connaît, puis on arrive à mieux travailler ensemble dans un contexte plus tendu. On va vouloir aussi, les municipalités, les promoteurs, créer un environnement prévisible pour ces débats-là. Par exemple, les municipalités se dotent de politiques de participation, prennent des engagements envers leurs citoyens sur les étapes que vont traverser les projets, les types de participation. Puis un environnement prévisible aussi, c'est user de pédagogie sur l'urbanisme et la densification, comme je le disais, pour que les gens sachent, PIA, PPU, CCU, PMAD, CMQ, tous ces acronymes-là, on évolue dans quel univers? Puis le rôle des professionnels est en évolution pour supporter un dialogue constructif. Donc, toute l'importance d'anticiper les préoccupations potentielles dans le design de projet, puis aussi aller vers des techniques de mobilisation, parce que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des exclus du dialogue. C'est beaucoup les mêmes personnes qui se présentent dans les processus participatifs. On veut aller chercher l'input de l'ensemble de la population. On a mis des outils au jeu à ce sujet-là, notamment une trousse de bon voisinage. Catherine? En conclusion, puis je ne vous ai pas parlé d'exemple, mais on a travaillé avec la ville de Sainte-Catherine sur un site en particulier. Je voulais aussi vous mentionner Saint-Jean-sur-Richelieu. On a travaillé avec eux sur leur stratégie de développement durable qui est en amont de leur plan d'urbanisme. C'était très intéressant, puis c'est encore en cours. Puis on m'a demandé aussi des exemples en Estrie, vivre en ville, mais je ne connais pas bien cet exemple. On a travaillé avec Saint-Camille sur comment continuera de croître le village dans un contexte aussi de on veut une vitalité du noyau villageois. Donc, toutes ces questions-là. Merci, Catherine. Puis, je suis content que tu finisses sur un exemple rural. On a eu une question là, ou un commentaire de Louise là, dans le chat qui nous disait comment les messages de densification peuvent passer là, dans les régions rurales, dans les deuxième, troisième couronnes, parce qu'on a l'impression, je prends les mots de Louise, l'impression d'avoir beaucoup de territoires laisse croire que l'étalement urbain ne les concerne pas au détriment des milieux naturels. Je trouve que c'est important parce que c'est un peu toute la question que vous avez soulevée d'abord, Sylvain, puis ensuite toi, sur bien comprendre nos enjeux avant de, en amont des choix de projet pour pouvoir aller vers cette densification qu'on comprend qui est utile et qui est nécessaire partout. Puis je reviens là, sur la question de qu'est-ce qui est la vision, c'est les enjeux, les aspirations, les opportunités sur lesquelles on devra s'entendre.
c'est juste pour ouvrir la période de discussion. Mais la dernière chose que moi, je veux aussi souligner, Catherine, que j'ai vraiment, on dirait que j'ai arrêté sur cette phrase-là, tu as dit, moi, je travaille avec des promoteurs, puis ils sont ébahis parce qu'ils disent, j'ai suivi la lettre à la loi. Et là, je me retrouve avec des problèmes d'acceptabilité sociale. Fait que là, je trouve que ça, encore une fois, ça met tout à fait en lumière le cadre, tu l'as dit, procédural, en fait, là, des lois et des outils qui ne sont pas adaptés à ce qu'on a besoin de faire à ces jours-ci. Ces jours-ci, pardon. Puis, sur tes exemples là, que tu n'as pas eu le temps de présenter, peut-être qu'on pourra aller un peu plus loin dans la discussion. Alors, merci, Catherine. Alors, on va passer à la période de discussion. Je vais juste court rappel des consignes. Donc, on va favoriser, je vois déjà une main levée, on va favoriser les gens qui veulent prendre la parole au microphone, puis je verrai s'il y en a qui veulent utiliser l'outil converser. Donc, je vous invite à utiliser la fonction lever la main dans Zoom. On va donner quelques tours de parole dans la salle, peut-être des 2 à 3 minutes chacun, puis pas nécessairement des allers-retours avec les conférenciers. Donc, j'invite les conférenciers à prendre en note les questions. Puis, c'est vraiment un format table ronde. Et on cherche donc, dans les dossiers que vous connaissez autour de chez vous, en Estrie-Montérégie, à voir qu'est-ce qu'on a besoin de renouveler dans nos outils de politique publique, dans nos lois, dans nos programmes pour aller plus loin en aménagement du territoire, en urbanisme, vers des milieux de vie mieux adaptés à nos besoins d'aujourd'hui. Alors, j'essaie de voir la salle, voilà, ça va m'aider. Bon, il y a M. Bugeaud qui a la main levée. Alors, je pense qu'on va commencer avec vous. M. Bugeaud, la parole est à vous, si vous voulez bien ouvrir votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. Je prends la parole au nom aussi du mouvement citoyen Dernier Espace Vert de Chambly. Alors, mon point est le suivant. Lorsqu'on lit, vous allez me permettre de lire, hein, parce que je n'ai pas retenu par cœur ma question. Lorsqu'on lit l'information circulant au sujet de la protection d'air naturel, il semble qu'on accorde généralement de l'importance exclusivement aux aires où l'on observe la présence d'espèces préoccupantes, vulnérables ou menacées, ces aires étant qualifiées de grande valeur écologique. Il n'est pas souvent question des espaces naturels existants, incluant les terrains en friche et les anciens terrains de golf en milieu urbain, lesquels offrent un potentiel de restauration de boisés, lesquels favorisent les espèces animales et végétales composant la biodiversité, ces boisés pouvant aussi contribuer à établir la connectivité entre des milieux naturels, établissant ainsi des corridors écologiques. Pourtant, il importe aussi de protéger et de créer des espaces favorisant le maintien ou le retour d'espèces dont l'habitat est précaire ou a disparu. Ces terrains sont souvent en proximité des citoyens pour les plus grands bienfaits sur leur santé. Ils deviennent l'objet de compétitions directes entre les projets de développement immobilier, résidentiel et industriel. Question. Connaissant les impacts indéniables reliés au changement climatique en cours et la poursuite de l'un des objectifs de la Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires, soit l'objectif de développement de milieux de vie durables, sains et de qualité, quelles actions sont-elles souhaitables, exception faite de la démarche de modification de la loi sur l'expropriation, afin d'aider les administrations municipales à renverser cette situation où disparaissent graduellement ces espaces de manière irréversible une fois que ces espaces sont construits et minéralisés, créant aussi des îlots de chaleur. Merci. Merci, M. Bugeaud. Alors, c'est effectivement tout le fond de la question, là. Comment doter les municipalités de meilleurs outils? Vous l'avez dit, la loi sur l'expropriation, je pense qu'on est plusieurs à s'entendre que ça ne fonctionne pas. Mme Roy nous en avait parlé. Moi aussi, je fais des liens là, avec les présentations. Vous avez parlé donc des milieux, oui, à protéger, mais les milieux existants, les milieux naturels dans les collectivités. Je repense à M. Paquette là, qui nous parlait des noyaux villageois qui sont parfois dévitalisés. Il peut y avoir là aussi des milieux d'intérêt. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir, à la fois pour répondre à la question de M. Bugeaud et faire part de ses préoccupations? Sinon, je vais peut-être repasser la parole aux panélistes. Est-ce que vous avez des éléments de réponse ou sinon, je vous relance en vous disant là, concrètement, là, allons vers les propositions. Qu'est-ce qui devrait se retrouver dans la stratégie nationale? Est-ce que Mme Roy voulait intervenir?
Au-delà de la loi sur l'expropriation, je parlais des programmes, du soutien financier positif, justement, à revaloriser. Bon, on le sait, par exemple, dans la communauté métropolitaine de Montréal, il y a des programmes où il y a une aide financière. Mais évidemment, il y a des restrictions. Si tu as de l'aide financière d'un niveau, tu ne peux pas en avoir d'autres. Alors, et ce type de programme qui pourrait être positif pour pouvoir remettre ou revaloriser des boisés, parce que je pense que ce que monsieur nous parlait, c'est de boisés, donc on voudrait revaloriser les boisés, donc refaire des liens forestiers. Bien, je pense que si la volonté réelle, elle est là, il faut que les gouvernements, au-delà de la loi sur l'expropriation, parce que la loi sur l'expropriation, là, ça ne réglera pas tout là, si on doit augmenter la dette de 20 %, même avec une modification sur la loi sur l'expropriation, on n'y arrivera pas. Il faut qu'il y ait des programmes positifs, je dirais particulièrement dans le sud du Québec, où on le sait, on n'a pas les boisés suffisants pour justement augmenter le couvert forestier. Alors, il faut qu'il y ait des programmes positifs à ce niveau-là. Et actuellement, c'est exactement l'inverse. Une municipalité qui fait ça est pénalisée financièrement. Alors, il faut inverser la dynamique. Merci beaucoup. Moi, j'irais même plus loin là, en disant, parce que bien sûr, je suis d'accord avec l'idée d'amener des soutiens financiers, mais possiblement qu'aussi de l'autre côté, il y a des financements qui contribuent à des financements qui amènent des projets qui sont néfastes sur certains aspects. Fait que j'irais à parler d'éco-conditionnalité de plusieurs programmes de financement de l'État à l'attention des municipalités, entre autres. Ça m'apparaît assez évident, pour les gens qui sont moins familiers avec ça, ça m'apparaît assez évident dans les financements d'infrastructures fédérales du gouvernement actuel. On le voit beaucoup. Il y a beaucoup d'orientation vers transport en commun, financement vert. On a M. Duclos, la semaine dernière, le ministre fédéral, qui a dit que le fédéral ne finançait plus d'autoroutes. Je donne un exemple, là, sans tracer la voie, là, pour dire qu'il y a moyen d'aller vers le financement, accroître le financement dans ce qui est bon, puis le diminuer tendanciellement dans ce qui est mauvais. Je vois une main levée de Louise Gratton. Louise, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, en fait, excusez-moi si je ne mets pas ma caméra, mais ma connexion n'est pas terrible. Alors, on vous entend bien. En fait, c'est un peu en réponse à André, puis que je salue également André Labarre, avec qui on a eu de très bonnes conversations à propos de la conservation des milieux naturels. Puis effectivement, je suis biologiste, il y en a plusieurs parmi vous qui me connaissez, alors on a beaucoup fait pour faire valoir l'importance de protéger les milieux naturels, de haute valeur écologique. Et la valeur écologique était souvent seulement identifié par la présence d'écosystèmes de forestiers matures, de plantes rares, d'animaux rares et puis tout ça. Et puis, c'est encore très pertinent de le faire. On l'a vu avec les enjeux d'art protégé pour protéger la biodiversité dans le sud du Québec. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais si on regarde l'ensemble des services écologiques qui sont fournis par les milieux naturels, il y a des milieux naturels très simples qui n'ont pas une importance écologique extraordinaire, mais qui remplissent des fonctions au niveau de la santé publique, au niveau du milieu de la santé physique, la santé mentale, au niveau de la capacité d'absorption d'eau, de la poussière, plein d'autres fonctions. C'est des milieux tout à fait ordinaires. C'est difficile de justifier leur représentation, puis leur représentation, et je sens un peu la responsabilité des écologistes comme moi derrière, qui ont tellement travaillé fort à vouloir protéger ce qui reste de la biodiversité en danger, qui ont fait fi de tous ces autres services-là pour réajuster ça en fonction des besoins des populations. Et les golfs qui sont abandonnés parce que c'est plus un sport à la mode, ben justement, dans beaucoup de municipalités, c'est des opportunités extraordinaires. D'abord, c'est des milieux qui sont déjà utilisés par les citoyens, souvent en hiver, quand c'est accessible au plus grand public. Il y a plein de milieux comme ça qui nous permettraient de restaurer les trous qu'on a en termes de manque, en termes d'espace vert, pour répondre, par exemple, aux exigences de l'Organisme mondial pour la santé, où on considère que chaque citoyen devrait se retrouver à moins de 300 mètres d'un espace vert. Alors, je trouve qu'il faut repenser, il faut recentrer un peu notre façon de penser
les milieux naturels pour toutes les fonctions qu'ils peuvent remplir quand on pense à l'aménagement du territoire. Merci, Louise. Puis merci aussi de nous donner un indicateur. Là, je n'avais jamais entendu ça, moi, mais c'est le genre de choses qu'on peut nommer dans une politique des objectifs, que chaque citoyen vive à moins de 300 mètres d'un espace vert. Ça serait une recommandation là, que tu nous présentes de l'OMS, si j'ai bien compris. Oui. Alors, très intéressant. Très bon commentaire. Je vois deux autres mains levées, Jacinthe Caron et Samuel Pagé. Donc, dans cet ordre-là, Jacinthe, est-ce que tu veux intervenir? Je pourrais, sauf... Oups, ma caméra, je pense qu'elle est décentrée. Je pourrais, sauf que je pense que c'est Samuel qui avait levé sa main en premier, donc je ne sais pas, Samuel, c'était peut-être même sur le sujet précédent. Moi, c'était un autre sujet. Tu peux y aller. OK, bon, parfait. Donc, je suis au Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Merci beaucoup pour les présentations. C'est très intéressant tout ce qui est dit. Puis, on parle avec certains maires de la protection du territoire, puis le rôle aussi que se donnent peut-être les promoteurs ou le manque de contrôle que sentent certains conseillers ou élus municipaux par rapport au développement sur leur territoire. Et puis, on a très hâte de voir arriver des changements au niveau soit que ce soit la loi sur l'expropriation ou l'aménagement du territoire, des politiques en général, mais il y a des journées où on est un petit peu plus découragé. Fait qu'on regarde et on se dit où est-ce qu'on pourrait agir ailleurs. Et puis, on regarde du côté des promoteurs. C'est eux autres, souvent, c'est eux qui vont développer. Et puis, comme ça a été dit maintes fois aujourd'hui, ils vont développer selon le minimum légal. Et on se demandait, on cherche un peu partout, puis je suis contente de voir, il y a Corridor Appalachien qui est là, il y a Vivre en ville, justement, et les autres. Est-ce qu'il en existe des guides d'accompagnement pour les promoteurs? J'ai l'impression qu'on est encore à l'étape du manque de connaissances. J'ai l'impression qu'il y a des promoteurs qui voudraient mieux faire, qui comprennent les grands principes de conserver des espaces boisés. En tout cas, il y a des guides généraux qui sont très bien faits, mais ce qui nous manque, j'ai l'impression, c'est des exemples dans le sud du Québec, pas des exemples à Stockholm ou un peu partout. Et nous, on est beaucoup en milieu rural. Il y a des projets là, qui se développent, puis c'est ce que j'entends de nos conseillers et maires, c'est qu'ils ne sentent pas qu'ils n'ont aucun contrôle. Ils ont énormément peur de se faire poursuivre. Et puis, ça fait qu'on reste un petit peu tout le temps dans le même pattern. Donc, avant d'attendre les grands changements, c'est qu'est-ce qui existe comme exemple en milieu rural sur lesquels on pourrait se baser, qu'on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin que la théorie pour montrer qu'on peut faire autrement. Merci, Jacinthe. Alors, très bonne question, très précise. Là, je vais donner le droit de parole aux deux mains levées, puis après ça, je vais retourner voir Catherine et Sylvain qui auront sans doute des réponses là, à ces questions-là. Donc, Samuel et ensuite Mélanie. Merci, Philippe. Merci pour les présentations. Vraiment inspirant, les trois présentations. Un petit commentaire et une question. Mon commentaire porte sur la question de la densification, l'offre de logement de qualité dans un contexte de croissance urbaine. On l'a souvent vu dans les revendications qui sont portées par différents groupes environnementaux. Il y a un programme inspirant en Californie qui s'appelle Affordable Housing and Sustainable Communities, donc logement abordable et communauté durable, qui est financé par les revenus du marché du carbone. Donc, on sait que la Californie, c'est notre partenaire du marché du carbone et qui sert à construire spécifiquement des écoquartiers qui sont localisés donc, à des endroits notamment qui protègent des milieux naturels. Me semble-t-il que ça pourrait certainement inspirer le Québec. Donc, oui, il y a des incitatifs financiers importants pour la protection du milieu naturel, mais aussi, oui, il y a des incitatifs financiers qui vont contribuer justement à la consolidation urbaine. Ma question est assez pointue, là, porte sur un des outils qui existent et qui est peu utilisé, et là, je m'adresserai probablement spécifiquement à M. Paquette. Il y a la loi sur la conservation du patrimoine naturel qui existe au Québec et on sait qu'un des outils, là, permet la protection des paysages humanisés, mais qu'on l'utilise à peu près pas au Québec. On n'arrive pas à utiliser cet outil-là. Donc probablement mal adapté au contexte. Je sais qu'il y a eu du travail qui a été fait de ce côté-là au cours de la dernière année du côté du gouvernement. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'on sait comment on pourrait arriver à mieux protéger les paysages humanisés au Québec?
peut-être dans le contexte de la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Merci, Samuel. Je vais juste poser une question. Mélanie, est-ce que c'est sur un des sujets qui était abordé? Parce que là, on a quelques sujets ouverts sur la table. Peut-être j'irai voir les conférenciers. Puis après, je reviens à toi. Est-ce que ça va? Merci. Alors là, puis très, très, très résumé. J'espère que vous avez pris des bonnes notes. Donc, on a eu des questions sur les milieux naturels, la valorisation des milieux existants en milieu urbain, conservation. Donc, Jacinthe nous a parlé des promoteurs, comment travailler pour continuer à éduquer le privé sur les enjeux, entre autres, de densification. Puis finalement, dans la question de Samuel, là, je n'ai pas bien noté, là, mais la loi sur la conservation du patrimoine, je pense que c'est bien ça. Alors voilà. Est-ce que Catherine, Sylvain, vous auriez des éléments de réponse? Sylvain? Oui, oui, je peux commencer. Je commencerai peut-être par la dernière question de Samuel, puis je remonterai ensuite. Malheureusement, je n'ai pas une réponse, disons, très précise. Ce que je peux dire, c'est effectivement, c'est qu'à l'intérieur de la loi sur la protection du patrimoine naturel, il y a le statut de paysage humanisé qui existe depuis 2002. Et il n'y a toujours pas au Québec de territoire, de morceaux de territoire qui ont obtenu ce statut. Et mon collègue Gérald Daumont serait mieux placé que moi pour répondre à cette question-là, parce qu'il a fait des recherches spécifiquement sur ce statut-là. Mais ce que je peux dire, c'est que, d'une part, le statut, c'est que, oui, c'est une valorisation de certains paysages qui ont été maintenus par des pratiques humaines, mais c'est aussi, donc, des caractéristiques sont valorisées, mais c'est des paysages qui présentent aussi une biodiversité importante. Et à travers le statut, l'idée, c'est que comment on peut maintenir ces pratiques-là pour protéger et, disons, améliorer la biodiversité. Donc, déjà en partant, c'est un défi de penser ce statut-là. Et je prendrais peut-être l'exemple pour montrer un peu les difficultés, l'exemple du projet à l'île Bizarre, là, qui est porté, entre autres, par la Ville de Montréal. Donc, on cherche à identifier un paysage humanisé dans le secteur agricole, notamment de l'île Bizarre. Et là, il y a entre autres des blocages au niveau de l'acceptation de ce statut-là du côté des agriculteurs. Donc, il y a peu d'agriculteurs qui sont là, mais pour eux, c'est comme une couche de réglementation supplémentaire. Donc, c'est perçu comme ça. Donc, ça fait partie, je dirais, du défi et de l'importance de trouver des visions partagées pour mettre en place un statut. Mais j'avoue que je pense qu'il devrait y avoir, et c'est peut-être déjà aussi en cours de réflexion, mais du côté du gouvernement québécois, de peut-être revoir les termes de ce statut-là pour faire en sorte que ça ne reste pas sur la tablette, là, mais que ce soit un statut qui soit approprié en fait par les municipalités et les MRC. Peut-être quelques réponses, si j'ai le temps, rapides sur les autres questionnements. Notamment, la première question par M. Bugeaud sur Chambly. Peut-être pour compléter, là, ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est que, oui, les milieux naturels, ce n'est pas que des milieux, il ne faut pas protéger que les milieux naturels d'exception, là. Je pense qu'il y a les milieux naturels ordinaires, entre guillemets, là, qui sont aussi importants. Et je pense qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait en termes d'infrastructures vertes. Quand on parle d'infrastructures vertes, ce n'est pas simplement des biorétentions, des toits verts, des trucs construits, là. C'est aussi, je dirais, la nature existante là, qui est présente dans l'ensemble des milieux. Et en Montérégie, quand on pense il y a eu une baisse importante, entre autres des boisés, c'est lié directement à la pratique agricole. Donc, vous voyez, c'est que il faut aller jusqu'aux politiques agricoles d'une certaine manière pour protéger les milieux naturels. Donc, ça pose l'importance de penser le territoire au-delà je dirais, des lieux d'intervention, des secteurs d'intervention portés par les ministères, mais il faut avoir une vision multisectorielle. Et pour répondre aussi à cette question-là, je reviendrai sur le projet de Saint-Constant, qu'on a pensé à
notamment pardon, au corridor de biodiversité. On a dit qu'il faut partir de l'existant, c'est-à-dire c'est quoi les infrastructures vertes? Ben, oui, c'est des parcs, oui, c'est des berges, mais c'est aussi une ligne de transport d'hydro où il y a un corridor végétalisé. C'est aussi des bassins de rétention. Donc, c'est l'ensemble de ces infrastructures vertes plus ou moins transformées par l'homme, par l'humain, pardon, et qui font en sorte que on peut penser à une meilleure connexion des milieux naturels, des écosystèmes. Voilà. Peut-être une dernière petite intervention Rapidement. pour répondre à la question de Jacinthe du Conseil régional de l'Estrie, qui disait « Est-ce qu'il y a des choses pour les promoteurs? » Je n'ai pas nécessairement une réponse au sujet du guide, là, mais quand on a travaillé avec Mercier, quand la mairesse nous a dit oui, ce serait bien de développer une vision stratégique, elle me disait on a des terrains qui sont à développer, qui appartiennent à la municipalité, qui appartiennent à des promoteurs. J'ai énormément de pression comme ville. Elle m'a dit j'aimerais ça avoir une vision claire de où est-ce qu'on s'en va avant de décider au cas par cas avec les propriétaires et avec les promoteurs. Donc, vraiment question l'importance d'avoir une vision de la part des municipalités, des MRC, des transformations qui sont souhaitables, de faire ces exercices-là pour que, ensuite, les municipalités puissent dire, bon, au-delà des règlements qui existent, là, parce que les promoteurs peuvent répondre aux réglementations sans faire nécessairement des projets exemplaires ou de qualité. Mais c'est de voir quelles sont les balises qu'on peut donner, quels sont les principes, les critères en termes d'aménagement, en termes de design pour orienter les promoteurs. Et je pense que là, il va avoir une bonne réponse. Donc voilà. Merci Sylvain. C'est le premier élément de réponse intéressant parce que je veux juste dire que la question de comment aider, aiguiller les promoteurs, les éduquer, elle a été posée dans nos autres rencontres Parlons territoire, celle sur le transport actif spécifiquement. Et donc là, tu nous donnes un premier élément de réponse qui est d'avoir une vision qui devient un peu un canevas de choix ou de sélection. Catherine, sur cette question spécifiquement, aurais-tu d'autres éléments à nous pointer Oui, peut-être? j'entends Jacinthe, le découragement, on ne lâche pas déjà. Je pense qu'entre nous, on peut s'encourager, mais bon, je pense que les MRC ont aussi un rôle à jouer. Puis c'est sûr que dans les régions où il y a des PMAD, les plans métropolitains d'aménagement, il y a une certaine force de loi pour que jusqu'à l'échelle municipale, ça percole, puis qu'il y ait un encadrement, puis qu'on restreint l'étalement, qu'on reconstruise la ville sur elle-même. Encore là, c'est souvent pas si bien expliqué. On dit on est obligé, mais un coup qu'on dit qu'on est obligé, c'est le début du dialogue, c'est pas la fin. Nous, quand on discute avec les municipalités, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils essayent d'attirer d'autres sortes de promoteurs, que c'est pas évident de faire évoluer un promoteur existant. Puis moi, j'aimerais apporter la notion de biodiversité de promoteurs dans le sens où les promoteurs privés, certes, font du logement, mais il y a les groupes de ressources techniques qui peuvent créer des groupes de citoyens qui peuvent s'associer pour faire des coopératives d'habitation, du logement abordable. On a aussi à Lac-Mégantic, il y a Vivacité qui cherche à mettre en œuvre un projet de logement perpétuellement abordable. Donc, des groupes de citoyens qui se regroupent, qui veulent faire du logement collectif, qui veulent diversifier, c'est du logement par et pour les citoyens. Ce n'est pas du top-down, c'est vraiment du bottom-up. Des gens qui réfléchissent leur futur milieu de vie. Puis ça, c'est des projets qui peuvent vraiment bien s'insérer. Je vous invite à voir le vidéo de Vivre en ville, l'autopromotion, la troisième voie. On est allé faire documenter l'autopromotion en Allemagne, donc des projets de gens qui se regroupent, qui se construisent, mais en multilogement plutôt que moi, je me construis sur mon terrain, ma maison unifamiliale. Puis ça crée des projets tellement de qualité, puis des projets qui considèrent leurs voisins. Mais il y a quand même des promoteurs qui sont de plus en plus conscients. Ils ont mauvaise presse, mais il y a des gens qui sont vos futurs voisins qui vont agir comme tels, ça existe. Puis sinon, des bons exemples dans le sud du Québec, j'ai plus des exemples d'encadrement par les municipalités. On a travaillé, entre autres, avec la Nouvelle-Beauce à créer des projets urbanistiques, se doter d'une vision, certes, mais d'une vision illustrée avec du 3D pour se dire qu'est-ce que ça peut donner, reconstruire le village sur le village. Puis
pas chercher à s'étaler le long des rangs, dans les îlots déstructurés ou évidemment agrandir le périmètre d'urbanisation. Sur la question des derniers milieux naturels, il y a énormément de pression dans la région montréalaise pour construire des logements. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins. Et moi, j'aimerais vous inviter, les gens qui veulent préserver les milieux naturels, à vous impliquer dans le débat sur l'urbanisme, finalement, parce que ce sont des vases communicants. Comment on répond à nos besoins en logement au Québec? Bien, pas en construisant dans les milieux naturels, les milieux ouverts, en reconstruisant la ville sur elle-même. Puis ça se peut que ça bouscule vos habitudes, ça se peut que les bâtiments autour de vous changent. Puis là, serez-vous des alliés de cette transformation-là? Bien, c'est le défi que j'ai envie de vous poser. Puis dans une municipalité que je ne nommerai pas, on m'a dit que il y a les comités consultatifs d'urbanisme. Bien, on a consulté le comité consultatif d'urbanisme sur des projets de densification. Puis là, bien, c'est souvent des gens très attachés au patrimoine qui vont mettre beaucoup de restrictions. Puis elles doivent souvent être nommées, mais est-ce que c'est suffisant pour stopper un projet? Ça a lieu de discuter, alors que le même projet a été soumis au comité de développement durable, puis les gens ont dit bien sûr qu'il faut densifier pour protéger nos milieux naturels. Donc, il y a vraiment, il y a tous ces enjeux-là, toutes ces tensions-là. On veut créer des milieux de vie de qualité, puis en même temps, bien, on a les promoteurs qu'on a, comment on les diversifie, puis en même temps, comment on accélère la production de logements à même nos territoires, comment on révèle les potentiels de nos territoires. Ce sont des gisements inexploités. On veut révéler ces potentiels-là, puis vous êtes des alliés finalement de cette densification de qualité. Merci Catherine pour ce message plein d'espoir. Donc, effectivement, l'appel à tous de faire les bons liens là, avec les enjeux d'urbanisme, même si c'est très technique. Ce n'est pas pour rien qu'on a des rencontres comme aujourd'hui. Alors, juste le temps file, je veux juste donner 2 éléments. Je sais qu'on a parlé de beaucoup de choses. Donc, on peut rester après 13h30. Les gens devront nous quitter, ceux qui ont d'autres occupations, mais vous pouvez rester un peu s'il y a des questions à continuer à approfondir. Je veux simplement aussi remercier les gens qui ont fait des commentaires dans l'outil de conversation. On n'aura pas eu le temps de tout soulever, mais il y a eu des enjeux, des questionnements sur la typologie des espaces verts, sur l'utilisation des cours avant, sur les normes de stationnement. Alors, je vais prendre très rapidement les 2 mains que je vois levées. Mélanie, ça fait longtemps qu'elle attend, puis André Labarre. Rapidement, s'il vous plaît, puis après ça, je vais juste formellement conclure la rencontre pour qu'on puisse laisser partir les gens qui doivent aller vers d'autres occupations. Donc, Mélanie. Bon, ben merci beaucoup. Je suis contente, même si ça arrive à la fin, là, de pouvoir glisser un petit mot. Je vais faire ça de façon succincte. Fait que moi, je suis la directrice générale de Corridor Appalachiens. Fait que, évidemment, mon intervention va plus être relativement au milieu naturel. Juste avant de poser ma question, ma suggestion, juste dire que c'est tellement stimulant, c'est tellement important ce processus-là de dialogue relativement à l'aménagement du territoire. C'est fondamental. On est content que ça ait lieu. Puis là, le temps file, vous voyez, je pense que le dialogue fait juste commencer. J'espère qu'il va y avoir d'autres sessions parce que c'est vraiment un espace prisé là, pour ce genre de discussion-là essentiel. Je veux revenir sur la question de la densification puis milieu rural. Tu sais, on a plus parlé dans les exemples ou ce que Catherine évoquait, plus en milieu très urbain. Nous, on travaille plus dans un milieu qui est rural, là, essentiellement, mais en fait, on est dans le sud du Québec, puis il y a encore beaucoup d'endroits où il y a énormément de potentiel pour la protection des milieux naturels. C'est relativement parlant au territoire québécois, les milieux très anthropisés, urbanisés, c'est 1,6 % du territoire. Donc, à l'extérieur des milieux très urbains, il y a encore beaucoup d'opportunités pour la protection des milieux naturels. Puis, un des souhaits, nous, qu'on a, c'est vous le savez, le gouvernement fédéral, la communauté internationale, le fédéral, le provincial s'en va vers le nouvel objectif de protection de 30 % des milieux naturels d'ici 2030. Donc, ça va arriver très rapidement. Puis nous, une des lacunes ou un des aspects qu'on trouve qui est vraiment manquant, je pense qu'il serait vraiment approprié qu'il soit inclus dans cette stratégie nationale-là, c'est qu'il y ait une imputabilité des instances municipales à l'égard de ces objectifs-là, parce qu'on n'y arrivera jamais comme collectivité à atteindre ces objectifs-là si l'ensemble des sphères de la société civile n'est pas interpellé dans cet objectif-là. Et puis, les municipalités, l'aménagement du territoire, c'est la clé de voûte pour atteindre cet objectif-là, à mon avis.
Puis quand je parle d'imputabilité des municipalités, ce n'est pas pour donner l'impression qu'il n'y a pas de municipalités qui sont embarquées dans cet objectif-là, mais c'est quand même très délicat. Puis, il y a des municipalités qui commencent à prendre un leadership, en tout cas dans notre région, à prendre des leaderships vraiment inspirants en cette matière. Puis, elles se font dire que c'est peut-être pas de leur ressort ou qu'elles vont un peu trop loin. Donc, je pense qu'il y a vraiment une opportunité de ce côté-là de remettre une place prépondérante aux instances municipales. Puis, 2 mini-suggestions super rapidement. Je pense que par rapport à l'étalement urbain, puis qu'en milieu rural, on a l'impression que ça nous rejoint pas. Il faut revenir là, sur le fait que le paysage, l'espace, le territoire, ça fait partie des richesses les plus importantes qu'on a au Québec. Il faut qu'on cesse de gaspiller le territoire, puis qu'on ait une approche vraiment plus de vision à long terme puis de sens collectif à son égard. Et j'aimerais aussi beaucoup qu'on approfondisse la question de la fiscalité et de l'impact de la conservation vis-à-vis de la fiscalité municipale. En tout cas, dans la portion du territoire sur laquelle on travaille, c'est une grande préoccupation, puis on n'a pas les réponses. On se fait dire que, a priori, les actions de conservation retirent des revenus de taxation pour les instances municipales, mais ça serait vraiment éclairant qu'on ait une vision plus élargie de ça parce que justement, il y a beaucoup de gens, il y a des débuts d'études qui évoquent que ça crée de la richesse de protéger les milieux naturels parce qu'on va avoir une augmentation des valeurs en périphérie et en raison de tous les services et des bienfaits des milieux naturels. Donc, on approfondisse la question de la fiscalité à l'égard de la protection des milieux naturels en terre privée dans le sud du Québec. Merci. Merci, Mélanie. Juste avant de passer la parole à André, là, comme je vois qu'il y a des gens qui quittent, je vais juste vous partager mon écran pour que ça répond à ta question, Mélanie, y aura-t-il d'autres événements? Est-ce que vous voyez ma diapositive prochaines étapes? Je veux juste là, formellement remercier nos conférenciers et conférencières d'avoir été avec nous aujourd'hui et vous dire, on est en plein dans la conversation. C'est le moment d'aller plus loin dans les éléments. Et le gouvernement va rendre public son document de consultation dans les prochains jours sur le site du MAMACH. Donc, vous avez l'adresse. Nous tenons nous-mêmes d'autres événements. Il y en a des thématiques, des régionaux, donc mobilité collective le 10 juin, cœur de village le 14 juin. Je peux même vous annoncer en primeur le lundi 27 est un lundi ou 28 sur la connectivité, les corridors écologiques. On aura un événement spécifique là-dessus. Et il reste également les régions de Montréal, Laval, Laurentides et l'Est du Québec. Donc, consultez parlonsterritoire.québec et utilisez notre mot-clic. Il y a divers documents, divers outils qui sont disponibles. Alors, c'est à vous. La balle est dans votre camp. Je ne sais plus si c'est ça l'expression, mais enfin, je suis fatigué, ça doit être ça. La balle est dans votre camp pour aller défendre tous les bons enjeux. On a parlé de plein de choses transversales aujourd'hui, extrêmement intéressantes. Donc, je vais formellement vous remercier pour les gens qui doivent nous quitter, puis on va poursuivre la conversation. Ça va être André qui va avoir le premier tour de parole. Donc, merci à celles et ceux qui doivent nous quitter et bon après-midi. Merci tout le monde. Au plaisir. Alors, on peut également arrêter l'enregistrement. Puis André, donc je vais peut-être passer la parole. Alors, celles et ceux qui veulent rester, c'est libre. S'il y en a qui doivent quitter,